Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près au système qui, en France, est chargé de protéger notre santé à tous. C'est un peu comme un bouclier et on va voir ensemble comment il fonctionne. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi on a besoin d'un tel système. Ensuite, on décortiquera trois concepts super importants, la surveillance, la veille et la vigilance. On verra qu'il y a deux grands types de surveillance, puis qui fait quoi dans cette grande organisation. On suivra le chemin d'un signalement, de A à Z, et enfin, on résumera le but de tout ça. Bon, pour commencer, une question simple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système comme celui-là? Contre quoi doit-il nous protéger exactement? Eh bien, les menaces sont partout et elles sont très variées. On parle bien sûr des épidémies, mais aussi des intoxications alimentaires. Vous savez, quand tout un groupe de personnes tombe malade après un repas, ça peut être aussi une catastrophe environnementale comme une pollution, ou même les effets indésirables d'un médicament. Bref, face à tout ça, il faut une organisation bien huilée pour surveiller, détecter le moindre problème, donner l'alerte et bien sûr agir le plus vite possible. Justement, pour bien s'organiser, le système repose sur trois piliers, trois concepts vraiment fondamentaux. Il faut bien les comprendre car tout part de là. Le premier pilier, c'est la surveillance sanitaire. Imaginez-la comme un suivi régulier, très méthodique. On collecte des données de manière systématique sur des maladies qu'on connaît déjà bien, comme la grippe par exemple. Le but, c'est de produire des indicateurs pour savoir où on en est. Ensuite, on a la veille sanitaire. Là, c'est différent. Si la surveillance regarde ce qu'on connaît, la veille, elle a un rôle de radar. Elle balaie en permanence tout un tas de sources d'informations pour essayer de détecter des signaux faibles, des menaces nouvelles ou inhabituelles, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et enfin, le troisième pilier, la vigilance sanitaire. Son champ d'action est très précis. Il s'agit de surveiller tout ce qui est lié aux produits de santé. On pense aux médicaments, bien sûr, mais aussi aux vaccins, aux dispositifs médicaux, aux transfusions sanguines. L'idée, c'est de s'assurer que leur utilisation est sûre et de repérer le moindre risque. Alors pour résumer tout ça, en regardant ce tableau. La surveillance, c'est le suivi sur le long terme, avec des données bien précises, comme les maladies à déclaration obligatoire. La veille, son but, c'est la détection de menaces, et pour ça, elle utilise des signaux très variés. Et la vigilance, c'est la sécurité des produits, qui repose beaucoup sur le signalement des effets indésirables. Vous voyez, ce sont trois missions différentes, mais qui se complètent parfaitement pour former un filet de sécurité. Ok, maintenant qu'on a vu les trois piliers, revenons sur le premier, la surveillance, parce qu'en fait, il y a deux grandes manières de la mettre en œuvre. D'un côté, on a la surveillance dite classique. Là, on se base sur des diagnostics bien confirmés par un médecin ou un labo. C'est très fiable, très précis, mais ça prend du temps. Les données sont souvent analysées chaque semaine, voire chaque mois. De l'autre côté, on a la surveillance syndromique. Et là, l'approche est complètement différente. On ne va pas attendre le diagnostic, on va regarder les symptômes non spécifiques, fièvre, toux, maux de ventre. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide, quasiment en temps réel. C'est moins précis, c'est sûr, mais c'est un excellent outil pour détecter très très tôt un événement anormal. Et un super exemple de cette surveillance syndromique, c'est le système Sursaud. Regardez ce schéma. On voit que des données remontent en continu de plein d'endroits différents. Par exemple, des services d'urgence avec le système Au Secours ou des visites de SOS médecins. Toutes ces informations sont centralisées par Santé publique France, ce qui permet d'avoir une sorte de météo de la santé en temps réel et de repérer très vite si quelque chose cloche quelque part. Bon, on a vu les concepts, les méthodes, mais concrètement, qui sont les acteurs de ce système? Qui fait quoi, du terrain jusqu'au niveau national? Eh bien, tout part de la base, du niveau local. Et là, le premier maillon de la chaîne, ce sont les professionnels de santé. Les médecins, bien sûr, mais aussi les pharmaciens, les biologistes dans les laboratoires. Ce sont eux qui sont au contact des patients et leur rôle est absolument crucial. C'est à eux d'observer et de signaler tout événement qui leur paraîtrait inhabituel. Ensuite, on monte d'un cran, au niveau régional. Là, le grand chef d'orchestre, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est elle qui centralise les signalements. Et pour les gérer, elle a des équipes spécialisées. Il y a la CIR, qui est en quelque sorte l'équipe d'enquêteurs épidémiologistes de la région, et il y a la CVAGS, qui est la cellule qui va coordonner la gestion et les premières actions à mettre en place en cas d'alerte. Et si l'événement est vraiment grave ou dépasse les capacités de la région, alors là, ça remonte au niveau national. On retrouve deux acteurs principaux. D'abord, le CORUS, c'est le centre opérationnel qui coordonne toutes les urgences sanitaires au niveau du pays 24 heures sur 24. Et puis au-dessus, on a la DGS, la Direction générale de la santé, qui pilote la politique de santé et la gestion de crise au plus haut niveau de l'État. D'accord. Maintenant qu'on a vu tous les acteurs, le mieux pour comprendre comment ils s'articulent, c'est de suivre le cheminement d'un signalement. Imaginons un cas concret. Tout commence avec un professionnel de santé qui remarque quelque chose d'anormal. Étape 1,
qu'est-ce qu'il fait? Étape 2, il contacte l'ARS de sa région. À l'ARS, c'est un point focal régional qui reçoit ce signalement. C'est l'étape 3. Immédiatement, la CIR, nos enquêteurs se penchent sur le cas pour évaluer le risque. Ensuite, la CVAGS prend le relais pour organiser la réponse au niveau de la région. Si l'affaire est sérieuse, le signal est alors transmis au niveau national, au corps russe. Lui va coordonner la réponse à l'échelle du pays. Et enfin, c'est la DGS qui va diffuser les informations officielles, par exemple via le système DGS urgent qui informe tous les professionnels. Mais attention, tous les signaux ne se valent pas, tous ne déclenchent pas une crise nationale, heureusement. Le Chorus a justement pour rôle de les classer. Certains sont juste pour information et sont gérés localement, d'autres passent en pré-alerte quand un soutien national est nécessaire. Et enfin, on a le niveau alerte qui là exige une vraie coordination nationale. Et cette réponse, elle aussi, est graduée. Ça peut aller d'une simple veille opérationnelle, pour les situations de routine, à une coordination renforcée quand l'événement est plus important. Pour les cas exceptionnels, on peut monter une task force dédiée. Et en cas de crise majeure, comme une pandémie par exemple, on active le centre de crise, la mobilisation maximale de l'État. Voilà, on a vu beaucoup de détails, beaucoup d'acronymes, alors si on prend un peu de recul, quel est l'objectif final de toute cette machinerie? Il y a une phrase qui résume tout. Les professionnels de santé sont le premier maillon du système. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Toute cette pyramide, toute cette organisation ultra sophistiquée ne peut fonctionner que si, à la base, sur le terrain, chaque professionnel est vigilant et fait remonter l'information. C'est un travail d'équipe à l'échelle d'un pays. Évidemment, ce système n'est pas figé, il doit s'adapter en permanence. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est demain, quels seront les nouveaux défis? Le changement climatique, les nouvelles maladies infectieuses, la désinformation en ligne. C'est une réflexion qui nous montre à quel point ce bouclier protecteur est et restera essentiel.